Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme toujours, vous le savez, c'est une émission toute consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui au programme, mesdames et messieurs, eh bien on va parler braconnage, ou plus précisément d'un personnage, je suis sûr que vous le connaissez, il est très connu dans la région et encore plus en Maine-et-Loire, du côté de Domeray, c'est Rouget, le braconnier, 1810, à peu près 1817. Pour nous en parler, on reçoit Gilles Cousin, réalisateur, il a réalisé un film en 1988, Rouget le braconnier. Où je me fais du cinéma. Ah lui, son cinéma, c'est sur les bancs de son école primaire, le samedi, entre 11h et midi, en écoutant son maître faire lecture des aventures de Rouget, que le petit Gilles Cousin, élève de 7e à l'époque, CM1, fait son cinéma. Il est certain que cette histoire, il aura envie de la raconter un jour. Dans sa tête, du haut de l'enfance, il imagine toutes les scènes. Ça y est, le cinoche est dans la caboche. Il n'en démord pas. Quelques années plus tard, c'est en classe de 3e qu'il va tomber du train des Frères Lumière. Ah, il va garder à tout jamais les séquelles de cette chute de pellicule. À cran d'écran, la tête qui tourne, les mains qui clapent, l'œil qui zoome, Gilles se soigne au générique. Fasciné, halluciné de ciné, jamais vacciné, c'est décidé. Un jour, il tiendra la caméra, habitera la planète Saturne dans le 7e arrondissement. En attendant, direction l'école de cinéma. 2 épaules orientables à 360 degrés, Super 8 à chaque œilleton, un pouls qui bat à 24 images secondes, il chausse du 35, une araignée dans le plafonnier, toujours le clap au bec, un cadreur d'avance. Il sait bien que filmer nuit gravement à la santé et que filmer la nuit nuit à la transparence. Il s'en fout, il raconte des histoires, le cinéma l'embobine. Condamné au travelling forcé, il persiste et signe son premier court-métrage et décroche, mesdames et messieurs, le prix de la vocation. Puis dans la foulée, 2e court-métrage sur les sœurs Papin. Alors là, c'est le prix Langlois. Gilles, c'est pas du genre à s'asseoir sur un banc titre et attendre que ça se passe. Non, une fois les prix en poche, du haut de ses 18-19 ans, il répond « Eh bien maintenant, je vais faire mon film Rouget le braconnier ». Diplômé des Beaux-Arts, le moment est venu de réaliser son rêve. Le feu synchro, mis sous perche 24/24, générateur d'idées, branché, galvanisé, projecteur de conscience, Gilles est plein d'énergie. C'est une usine marémotrice, une manivelle à film, à lui tout seul. Mais il le sait, le cinéma n'est pas un long fleuve tranquille et pas seulement une machine à rêve. Oh là là, le chemin est jalonné d'épreuves, des belles rencontres, des bons parrains, Orange, Tronaire, mais aussi quelques bâtons dans les roues. Ah, il en faudra de la détermination, de la passion. Allez, vas-y Gilles, envoie la péloche, serre-nous du gros plan en carafe. On va shooter au nitrate d'argent. Vas-y, envoie la musique de chambre, installe-nous sur un banc titre et qu'on bande. Bande son, bande annonce. Allez Gilles, remets-nous sur les rails. Fais-nous lire dans les étoiles, plonger, contre-plonger, en apnée sur tes rêves de gosse. Allez, envoie l'image, qu'on s'en lèche encore les babines. C'est pour emporter ? Non, c'est pour faire les 400 coups. Rouget, c'est pour nous emporter, nous faire chavirer, tourner de l'œil et du cœur, flageoler des gambettes et tirer la sonnette des larmes. Ça y est, le film sort et participe à faire connaître Rouget le braconnier. Il séduit de nombreux spectateurs, l'émotion est au rendez-vous. Mais alors, que raconte ce film ? Quelle est l'histoire de ce film et quelle est l'histoire de Rouget ? Et tiens, Rouget, aujourd'hui, est-ce que c'est un personnage encore d'actualité ? Est-ce qu'il entre en résonance encore aujourd'hui ? Eh bien, autant de questions qu'on va poser à notre invité. Gilles Cousin, bonjour. Bonjour. On est très, très, très heureux de vous avoir sur le plateau. Et merci pour ces très jolis mots. C'est que la vérité, hein. Une histoire vraie de vrai, à peine beaucoup romancée, inventée. Non, c'est bien, Ça, vous avez bien étudié. Alors, avant de se lancer, Gilles, dans le sujet, permettez-moi de vous présenter nos 2 braconniers, nos 2 Jean-Pierre. Ouais, vous êtes braconnier. Oh bah, un petit. Jean-Pierre Bertrand, d'Arexpo, l'OPCI. Le braconnage, il y a quelques sources sonores, quelques archives. Oui, il y a des archives, mais j'allais dire, aujourd'hui, on n'en parle pas, mais il y en a toujours. Ouais. Quand on était jeune, justement, cette histoire de Rouget le braconnier nous a fait prendre conscience que ces marginaux auxquels on donnait pas de nom, rien du tout, mais on se disait qu'ils se nourrissaient de rapines, etc. Ben, c'est vrai que tout de suite, on rentrait dans le sujet de Rouget le braconnier parce qu'on en avait à côté de chez nous, sans le savoir. C'est rigolo. Ça, c'est universel, comment, à l'époque, finalement. ça a passé dans toutes les écoles de Vendée. Vous l'avez entendu.
Ah ben oui, parce que c'était au programme, je crois que c'est quand on avait une douzaine d'années, qu'on nous lisait ça une fois par semaine. Comme Gilles. Tout à C'est fait. ce que J'ai t'as connu la vécu, même bah chose. ouais. Et puis un maréchal peut en cacher un autre. Alors lui, on le voit bien, hein, c'est un vrai maréchal. Monsieur Jean-Pierre Pouvreau, bonjour. Ah oui, bonjour Télévendée, bonjour, voilà. Bien content d'être avec entre vous. Ce matin, il était trempé, il n'a pas incroyable. Hein. Tu jamais, Ah mais j'ai bien, c'est bien. tu jamais honnête. On le fait, Disons, Un bel homme. le segorme. Avec plein de Non, spécialités alors. Voilà, mais bon, voilà, je pense que c'est le moment de valoriser le peu de charcutiers qui nous reste, puisque c'est en voie de disparition par rapport à un phénomène de multiplication de modes de cuisine internationale. Et évidemment, les produits de base qui restent des références gastronomiques et des marqueurs identitaires de la Vendée, ou dans le marais breton vendéen, dans le bocage, il y a peut-être des petites nuances. Hein. Mais et je pensais que c'est un artiste charcutier, un vrai professionnel. Il ne fait pas que ça, mais ça, je parle de ça parce que c'est des plats signature. Bon, l'agrimate qui devrait être mise à l'honneur dans tous les vins d'honneur qui peuvent se mettre en place. L'agrimate, c'est à base de panse de porc. C'est très long à faire, c'est très simple, très long et très compliqué. Tout ce qui est simple est compliqué. Ah ben on en parle dans un... des rayons. Et puis, évidemment, du fion maraîchin. D'accord. Eh ben voilà le menu. On en parle dans un instant alors, Jean-Pierre. Oui. Gilles, Rouget le braconnier. Donc c'est une histoire d'enfance ? C'est pas mon histoire, mais c'est celle d'un personnage qui, au milieu du 19e siècle, est un homme de la campagne qui travaille un petit peu dans son coin, du côté de Durtal. On est en Maine-et-Loire, à la cheval entre le Maine-et-loire, la Sarthe et la Mayenne. Pour bien situer historiquement l'histoire. Et Rouget est un chasseur. Faut savoir qu'on est à une période clé de l'histoire. C'est l'histoire qui va créer l'histoire de Rouget. Pourquoi ? Parce que on est en train de basculer, on est au milieu de ce siècle où c'est la fin de la partie j'appelle ça l'arrivée de l'industrie, l'arrivée un tournant, un vrai tournant historique où les anciens nobles vont perdre leur pouvoir et c'est les nouveaux riches qui vont arriver. Et parmi les demandes des nouveaux riches, ils vont faire changer la loi autour de la chasse. C'est-à-dire que la propriété les règles existantes au début du siècle vont changer au milieu. Elles ne sont plus les mêmes. Et avant, les gens pouvaient chasser, on avait le droit. Et sous Napoléon III, on va changer le régime. Et les nouveaux riches vont exiger que maintenant, il va falloir un permis pour chasser. Et donc, qui dit permis, dit payer. Et il s'avère qu'il y a toute une frange de la population de Rouget qui n'a pas les moyens économiques de payer. Et du jour au lendemain, ce qui était autorisé va devenir un interdit, sauf si vous avez les moyens de vous payer le droit de chasse. Et l'histoire de Rouget, c'est simplement ça. Lui, c'est un très bon chasseur. Et à partir du moment où on lui interdit quelque chose, et parce qu'il n'a pas les moyens de se payer son permis, il va continuer à chasser, parce que c'était comme ça qu'on faisait avant. Pourquoi on changerait C'est quoi ces types qui arrivent là, parce qu'il a de l'argent, il va acheter un château, il va acheter des terres, et lui, il a le droit de chasser, pas moi. Mais sauf que là, le système politique, le système de la gendarmerie, la police, va faire exécution des lois, et il va être pris en flagrant délit de braconnage une première fois, avec une très grosse amende. Il continue, parce que le problème, c'est que pour payer son amende... c'est le cercle vicieux. Il gagne très peu d'argent, c'est un tisserand, il n'y a pas beaucoup, il travaille dans les fermes, mais bon, ça ne rapporte pas assez. Et pour payer l'amende, qu'est-ce qu'il fait ? Il braconne. Il se fait reprendre une deuxième fois, et là, il risque la prison. Parce que là, il rigole pas. La force et l'État veut utiliser un peu ces gens en exemplaires. Et lui, il pète un câble, on va dire bêtement les choses. Il tire sur les gendarmes qui l'ont arrêté. Il les tue pas, mais il les blesse. Ce qui fait que, imaginez, on est à une période un peu déstabilisante pour les populations. Et là, il va partir.
dans le maquis pendant presque 3 ans, aidé par tous les gens du coin. Ah d'accord, délit de solidarité là. Là, on est vraiment dans ça. C'est vraiment ça. Il va être accompagné. Et puis, on va s'apercevoir que ce délit de solidarité va coûter cher, puisqu'ils vont arrêter ses parents, ils vont arrêter ses amis. Il va y avoir... C'est toute l'histoire de Rouget, c'est l'histoire de deux mondes où la grande histoire vient détruire la vie des gens. Et cette histoire est devenue, en fin de compte, parce que il finit par se faire trahir, il va se rendre dans la gueule du loup, au bout de 3 ans, on va même proposer des rançons pour avoir des informations, et vraiment, il devient un symbole, Rouget, alors que lui, ça reste un homme des bois qui était plus fort... proche de la nature. Et il connaissait les bois par cœur, et puis c'est un peu comme un western, parce que comme il fonctionne sur 3 régions, sur 3 départements, la Sarthe, la Mayenne et la Sarthe, la Mayenne, la Sarthe et le Maine-et-Loire, à cette époque-là, les lois faisaient que la gendarmerie de Mayenne ou la gendarmerie de Sarthe ne pouvait pas traverser la frontière. On est comme dans un western. Donc il joue là-dessus. Et Rouget va s'amuser avec eux pour les tout bêtement. Et bon, ça serait presque drôle, sauf que ça ne l'est pas. Il va y avoir un incident. Puisqu'il va y avoir un gendarme qui va être touché par un tir. Et tout le monde accuse Rouget, alors que c'est pas lui. On l'accuse, on monte l'affaire. Il est accusé, le gendarme va être amputé. Donc vous imaginez. Et là, il devient un vrai symbole. Il faut faire disparaître Rouget. Et il sera donc, à cause de la rançon, une femme va le trahir. Désolé pour mesdames. Les histoires d'amour. Et c'est une femme qui le trahit. Il va se rendre au palais de justice du Mans, pensant qu'il va à la préfecture pour récupérer des papiers pour pouvoir partir en Belgique, parce que tout le monde lui dit « tu ne peux plus rester là, c'est trop dangereux ». Mais sauf que là, c'est un vrai coup monté, on est une vraie cabale. Et dans la réalité, il montre réellement les marches, comme on voit dans le film, c'est tourné sur les lieux mêmes, le film est tourné sur les lieux mêmes de l'histoire, tous les décors sont des vrais décors. Et il va se rendre aux gendarmes et à la justice. Il sera jugé en un jour, envoyé au bagne, et là, c'est là où l'histoire prend toute sa force, c'est que lui, il va mourir au bagne. D'accord. Sauf que cette histoire-là, on la raconte dans les veillées. Et dans les veillées, on raconte qu'il est revenu du bagne. On magnifie l'histoire. Et on magnifie l'histoire, il devient un héros, il va sauver des enfants. C'est ce qu'on nous raconte, c'est l'histoire qu'on vous a racontée, qu'on m'a racontée. Et puis moi, l'histoire, je l'ai découverte autrement, parce qu'il y a d'autres gens qui ont écrit. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Après avoir raconté dans les veillées, il y a des gens qui se sont accaparés l'histoire, qu'on a fait des feuilletons dans un petit journal. Dans un petit journal, on a des feuilletons tous les jours. Et ces feuilletons marchaient tellement dans l'intérêt du public et des gens qu'on va en faire un livre. Et donc derrière, on en fait un livre. Et puis on va faire un 2e livre, puis un 3e auteur. Et on va en faire une pièce de théâtre. D'abord jouée que par des garçons, puis après une pièce de théâtre qui va être mixte. Et cette pièce est jouée depuis plus de 40 ans. Elle est jouée aujourd'hui. Encore aujourd'hui. On va en faire une bande dessinée. Et voilà. Rouget est passé de l'oralité à l'écriture, de l'écriture à la modernité avec le cinéma. Il a pris tout son corps. Au-delà des médias différents ou des supports qui sont différents, c'est aussi parce que ça résonne. Finalement, Rouget, c'est une histoire très universelle qui traverse le temps. On peut y voir de la désobéissance civile. Quel regard vous portez vous alors, je vais être sincère avec vous. Oui, il y a je ne crois pas à la désobéissance civile. Je pense que c'est plus un phénomène naturel d'hommes et de femmes face à l'injustice. On a affaire à une injustice. Vous savez, aujourd'hui, je me suis rendu compte que là où j'ai tourné le film à Durtal, aujourd'hui, il y a des gens très très riches, très importants français, qui sont en train de racheter tous les terrains pour en faire un territoire de chasse. Il y a un type qui est une sommité française, qui aurait pu être ministre des Finances si il n'y avait pas eu une grosse affaire. Il y a un type qui, aujourd'hui, achète tous les terrains pour se... Même aujourd'hui, on est encore dans l'histoire de Rouget, où il y a des gens bien sûr, qui accaparent les choses sous prétexte qu'ils sont très riches et très puissants, et qu'aujourd'hui, il y a même des gens là-bas qui ne sont pas d'accord, il y a des Rougets qui existent aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus chasser dans les coins. L'histoire de Rouget, c'est pas des gens qui se sont révoltés
contre un système, c'est le système qui est allé les réveiller et leur donner, les mettre dans l'embarras. On appauvrit le peuple. Et c'est pas d'aujourd'hui. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça résonne énormément. Il y a beaucoup de gens qui me disent, en voyant le film, c'est drôle comment ton film a une résonance actuelle. Parce que les principes sont restent les mêmes finalement. Sont les mêmes, les principes, les comportements et on est un peu désarmé quand on a la justice qui est au service d'un pouvoir et d'une logique. Et il y a une malhonnêteté, parce que je veux dire, on passe sous prétexte qu'on change les règles. C'est tellement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On décide que ce qui était valable, les gens avaient construit leur vie en disant tiens, je serai à la retraite à 62 ans. On leur dit 64 ans, non, vous avez 2 ans de plus. On change les règles du jour au lendemain. Et qu'est-ce que vous avez pour répondre ? Malheureusement, on est un peu dans ça. C'est ça. Toute ressemblance avec des faits ayant déjà existé ou se passant encore en ce moment n'est pas hasardeuse. On va revenir dans un instant sur votre film, l'histoire aussi du film. Avant, je vous propose une petite pause gourmande. On va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Alors à table, est-ce que c'est des plats qu'aurait pu manger Rouget ? Alors là, c'est même là-bas, ça devrait être une partie de sa consommation journalière, je pense. Tout ce qui est viande rôtie, tout ce qui est frit, tout ce qui est porc et tout ça, plus le gibier, bien sûr. Le gibier, oui. Mais ça en faisait partie obligatoirement, puisqu'à l'époque, il y avait des charcutiers. Dans toutes les petites communes, il y avait des charcuteries. Voilà, mon arrière-grand-père était charcutier, mon grand-père était charcutier. C'est pour ça que je vois que c'est un métier qui est en train de disparaître quelque part. Voilà, et il faut redonner goût aux gens à regoûter vraiment de la vraie charcuterie maison, pas industrielle, fait par des hommes de métier. Donc là, c'est l'ancienne maison Reculot de Saint-Gervais, Reculot, Boutolo, qui a été rachetée maintenant par Baptiste Gauthier, qui est un gars qui est natif de Noirmoutier, voilà. Il utilise de son sel, ils ont un marais salant familial, et donc il utilise son sel pour faire ses jambons fumés maison, ses rillettes, ses pâtés, ses rillons, et particulièrement la grimate, qui est vraiment un plat signature, c'est vraiment un plat de référence. On en trouve nulle part, enfin c'est très rare. Des bonnes grimates, il faut vraiment les trouver. Voilà. Puis après, évidemment, il fait, comme tous les charcutiers, il a toute une farandole de salades, d'entrées, de plats, de desserts. Mais moi, je mets un point d'orgue simplement sur cette partie-là traditionnelle qui mérite d'être découverte et dégustée avec tout le plaisir qu'on pourra y retrouver. Et les grimates, je vais finir le service. Alors. En tout cas, merci beaucoup. Non. Merci bien. Saint-Gervais. Voilà, d'accord. Chez Baptiste, ça va s'appeler. L'adresse est prise. Chez Baptiste, à Saint-Gervais, un étalage magnifique, ils sont une dizaine de personnes à travailler. Et loupez pas cette adresse, c'est en plein milieu des marais, à côté de Beauvoir-sur-Mer. La seule charcuterie qui est encore là, qui se revend régulièrement, puisque la réputation demeure. Et Baptiste, c'est un gars qui est vraiment dans le coup, puisqu'il a un CAP de cuisinier, un CAP de pâtissier, et de charcutier et de traiteur. Donc c'est quelqu'un qui possède bien l'art de la fabrication de produits de qualité. Eh ben, l'adresse est prise. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Jean-Pierre Bertrand, je me tourne vers vous parce qu'on a parlé du film et je me dis que peut-être qu'on pourrait en voir un petit morceau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, Gilles nous a envoyé donc plusieurs documents, mais je pense que le plus représentatif, c'est la bande-annonce. La bande-annonce. Alors, on va regarder la bande-annonce. Cette histoire-là, on se la racontait jadis à la veillée. Cet homme a commis des assassinats de la manière la plus lâche et la plus méprisable. Il a frappé jusqu'à 5 fois sa victime désarmée. Ce qu'a fait Rouget, on a tous eu un jour envie de le faire. Je savais qu'on te tenait. Tu pouvais pas faire autrement que de recommencer. Je vois que certains profitent de la situation. Pas sûr. C'est pas ceux qu'on croit qui en profitent le plus. Pas de Judas parmi nous, mes frères. Vous allez pas me mettre en prison? Il s'appelait Louis. Il était braconnier. Un lapin, ça passe toujours au même endroit. Et ça fait ses crottes toujours au même endroit aussi. Alors quand t'as trouvé ça, là tu peux poser ton collet. Le lapin a traversé le chemin, il appartient à personne. T'es pas le premier. C'est dans
dans sa prison, loin des amis qu'il a compris que la liberté peut emprisonner le jour où l'on fuit. Rouget, le braconnier, une histoire que vous aurez envie de raconter. Une histoire que vous aurez envie de raconter, c'est fait. Vous l'avez raconté, Gilles. Le rêve s'est réalisé. Ouais, c'est vraiment un rêve d'enfant. Ouais. Lorsque j'ai eu le prix de la vocation, on m'a demandé qu'est-ce que vous allez faire avec la somme qu'on vous donne, cette somme d'argent. J'ai dit, je ferai Rouget le braconnier. Et j'ai tenu parole. Non sans difficulté, mais j'ai réussi à le faire. Et l'histoire, aujourd'hui, j'ai ensuite fait le film du théâtre aussi. J'ai filmé à Domeray. Et je suis, en fin de compte, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir la confiance de tous les gens qui racontaient déjà l'histoire. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Comment ça a été reçu, le film? On est quoi? On est dans les années 89, 88? Oui, on est années 80. Quand je prépare le film, on est en 86, 87. D'accord. Et le film sortira en 88, 89. J'étais attendu au virage, parce que on est dans une histoire où l'imaginaire est très important. Par exemple, moi dans le film, j'insiste sur un angle, avec mes co-scénaristes, on a travaillé sur l'angle de la trahison. Comment Rouget a pu être allé jusqu'à ce que l'histoire est vraie, est allé au tribunal emmené par cette femme qui était supposée être une ancienne maîtresse. On ne sait pas trop quel était son rôle. Et nous, on a voulu comprendre comment il a pu être aveuglé par cette femme. Parce qu'il avait 2 enfants, il avait une femme, il avait il avait une vie stabilisée, entre guillemets, si on peut parler comme ça. Et comment une femme a pu l'emmener dans un tel piège. Et alors là, parce que dans les pièces de théâtre et dans les livres, on parlait pas trop des femmes. Rappelez-vous qu'on est au début du siècle d'avant. Donc, le rôle de la femme était plutôt la méchante, et on était très manichéens. Elle était méchante, et on ne sait pas pourquoi elle était méchante. Et là, il a fallu donner corps à l'histoire, parce que je pense que nous tous, quand on lit l'histoire, on se dit, il a dû se passer quelque chose pour qu'il soit aussi aveuglé par cette femme. Et là, c'est là la valeur ajoutée, je dirais, et c'est là où j'étais attendu. Parce que il y a des gens, quand même, le portrait que vous faites de Rouget, j'ai dit oui, mais pensez à cet homme qui est en fuite, qui a été pendant 3 ans en fuite, 3 années dans les bois, vit chez les uns, chez les autres, se planquer toujours. Il venait voir ses enfants de loin et tout. Il était fragile, psychologiquement fragile. Il a beau être un gaillard, il a beau sauter plus haut et plus loin que les autres, c'était un être humain, fragilisé certainement. Bien sûr. Et c'est là où, quand le film a été reçu, parfois il y a des gens qui ont été un peu surpris sur les... Bon, j'ai quelques scènes un peu crues, on va dire ça comme ça, où on voit la fragilité de l'homme face à sa solitude. Et quelquefois, quand il a été certainement aveuglé par cette femme qui l'a trahi. Parce qu'il y a vraiment eu un parti pris avec les femmes. Dans l'écriture après du scénario, ça a été, non, mais ce qu'il fallait donner corps, parce qu'elles n'existaient pas dans les livres, les femmes. Les femmes n'étaient que des figurantes, si je peux me permettre. Et au théâtre, elles étaient aussi figurantes, où elles étaient très manichéennes. Il y avait les gentilles et les méchantes. Et nous, on s'est dit, il ne peut pas y avoir de gentilles et de méchantes. Il faut créer la complicité, il faut créer la confiance. Et la version de Domeray en théâtre, elle est comment par rapport à la place des femmes? Elle est assez fidèle. Oui, mais on n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop. On dit que c'est son ami qui va la trahir, mais bon, c'était pas suffisant. Mais au théâtre, ça passe, ça marche. Au cinéma, on est avec les sentiments, on va chercher des choses dans les regards, dans la complicité, dans les gestes. C'est ça le cinéma. Le théâtre, on le regarde de loin. Le cinéma, on est en gros plan. Et au théâtre, c'est vrai que c'est plein toujours. Toujours. C'est rempli, il faut réserver d'une année sur l'autre à Domeray. C'est joué en février, en mars. Il faut réserver pour aller voir le théâtre. La pièce dure 5 heures. Ah, quand même. 5 heures. C'est dire. Donc vous armez, mais c'est unique, c'est à voir. Je recommande à tout le monde de vraiment allez-y, ayez cette curiosité. Et elle a été jouée par d'autres compagnies aussi. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs pièces qui ont été écrites, une par un Saint-Nazérien, il y en a une qui a été. Et puis il y a eu un travail, il y a eu des gens, il y a des
ce qu'on appelle un archiviste de la ville d'Angers, qui a fait un vrai travail, lui, à partir des archives, à partir des documents. Moi, j'ai travaillé beaucoup aussi sur le travail de Dominique Lambert, où il reprenait tous les dossiers officiels de l'histoire de Rouget pour bien la comprendre. Vous savez quoi, Gilles, on n'a qu'une envie, c'est voir le film. Alors, on va espérer que, pourquoi pas, il se diffuse un jour sur l'antenne de TV Vendée. Oui, ce film, il a été fait grâce aux gens de la région. Ah, donc ce serait le donc, retour... il faut savoir que la région peut, si elle se motive, elle peut le prendre et avoir la possibilité de le diffuser. On en rêve, ce serait bien. Le temps passe vite, c'est passionnant. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Rouget, de votre film. Merci de l'invitation. Et puis merci les Jean-Pierre. Puis ici, on se dit à Bétou, puis on va manger quand même. À Bétou. À Bétou. On va dire à Bétou. À Bétou.